Aujourd'hui, on plonge dans une histoire fascinante, celle des porte-avions français. D'un côté, le Charles de Gaulle, un navire qui a vu le jour dans la difficulté, et de l'autre, son successeur, un véritable titan. Rien qu'en voyant ces deux images côte à côte, la différence est spectaculaire. Ça saute aux yeux. Et ça pose tout de suite la question, mais pourquoi? Pourquoi la France se lance-t-elle dans la construction d'un successeur aussi gigantesque? Eh bien, pour comprendre ce choix tourné vers l'avenir, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. On va explorer l'histoire de ces deux navires, qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. On commence donc avec le premier, l'outsider si on peut dire, le Charles de Gaulle. Attention, c'est un navire de guerre formidable, mais sa naissance a été tout sauf un long fleuve tranquille. C'est une histoire faite de compromis, de budgets serrés et de défis techniques énormes. Mettre le Charles de Gaulle à l'eau, ça n'a vraiment pas été une mince affaire, c'était un vrai marathon. Cette chronologie le montre bien, le projet a été semé d'embûches. Dans les années 90, les caisses sont vides, le programme est carrément menacé d'annulation. Au final, il entre en service en 2001, avec 4 ans de retard, on est passé à ça de l'abandon. C'est d'ailleurs une anecdote assez incroyable que raconte Xavier Lebac et qui était directeur du programme à l'époque. Il explique qu'à un moment critique, il a montré une simple photo de la coque déjà bien avancée au Premier ministre. Et ce geste aurait contribué à sauver le projet de la casse. Comme quoi, parfois, ça ne tient vraiment à pas grand-chose. Il faut dire que le navire a été conçu avec des contraintes énormes dès le départ. Par exemple, il devait absolument rentrer dans les bassins de construction qui existaient déjà à Brest, ce qui a limité sa taille. Et puis, il a fallu y installer des réacteurs nucléaires K15 qui, à l'origine, étaient prévus pour des sous-marins. Pas tout à fait le même gabarit, on est d'accord. Et forcément, tous ces compromis de départ ont enchaîné une cascade de problèmes. La liste est longue, hein. Les safrans, une hélice qui casse en pleine mer, la piste de décollage qu'il a fallu rallonger. Bref, une série quasi sans fin d'ajustements et de réparations qui ont jalonné toute sa construction. Bon, assez parlé du passé, tournons-nous maintenant vers l'avenir. Et cet avenir, il a un nom. Le PANG pour Porte-Avions de Nouvelle Génération. Un véritable titan, justement pensé pour ne plus jamais revivre les galères de son prédécesseur. Le PANG, ce n'est pas juste un replacement, c'est une véritable affirmation de l'ambition stratégique française pour le prochain demi-siècle. L'idée, c'est d'avoir un navire capable d'accueillir des avions plus lourds, de produire beaucoup plus d'énergie et surtout d'être prêt pour les conflits de demain. L'une des grosses innovations, ce sont les catapultes électromagnétiques, ou EMALS, fini la vapeur comme sur le Charles de Gaulle. Là, on parle d'aimants surpuissants. L'avantage, c'est beaucoup plus précis, plus souple et plus puissant. Ça permet de lancer aussi bien des drones tout légers que le futur avion de combat qui pèsera dans les 30 tonnes. C'est vraiment un saut technologique indispensable. Mais évidemment, toute cette technologie de pointe, ça consomme énormément d'énergie. Surtout ces catapultes EMALS, et on parle même d'armes à énergie dirigée dans le futur. Tout ça, ça demande une puissance électrique tout simplement colossale. Et la solution, elle est là, sous nos yeux. Ce graphique le montre parfaitement. On passe des réacteurs K15 du Charles de Gaulle au K22 pour le PANG. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une augmentation de puissance de presque 50%. C'est juste énorme. Et c'est cette réserve d'énergie qui est la clé de tout, celle qui rend possible toutes les autres innovations du navire. Allez, pour bien se rendre compte de l'écart, le mieux, c'est encore de les mettre face à face. On va voir à quel point le saut entre les deux générations est gigantesque. Voilà, le tableau parle de lui-même. Le PANG est un monstre à côté du Charles de Gaulle. Regardez juste le déplacement. On passe de 42 500 tonnes à 78 000 tonnes. C'est quasiment le double. Et que ce soit la propulsion ou les catapultes, on est clairement dans une autre dimension. Il n'y a pas photo. 78 000 tonnes. Il faut vraiment prendre la mesure de ce chiffre. C'est presque 2 fois le Charles de Gaulle. Avec ce tonnage, la France ne joue plus dans la même cour. Elle entre dans le club très fermé des super porte-avions. Mais alors, pourquoi ce gigantisme? Ce n'est pas juste une question de taille pour le plaisir. C'est avant tout un enjeu stratégique majeur. Il s'agit d'assurer la place et le rôle de la France sur la scène mondiale pour les décennies à venir. Le gros problème avec un seul porte-avions, c'est que quand il est en maintenance, et ça arrive pour de longues périodes, parfois plus d'un an, eh bien la France n'a plus de capacité de projection aéronavale. L'arrivée du PANG va permettre, à terme, d'assurer une permanence en mer. Le rêve, évidemment, ce serait d'en avoir 2 un jour pour ne plus jamais avoir de trou opérationnel. Par contre, il va falloir être patient. Un projet de cette ampleur, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Le calendrier est clair. Le début de la construction, ce n'est pas avant 2031. Et pour le voir en service actif, il faudra attendre 2038. C'est un vrai pari sur l'avenir, un engagement qui va s'étaler sur plusieurs décennies. Alors, la question qui se pose, c'est à l'heure des missiles hypersoniques, des essaims de drones, est-ce que ces géants des mers ont encore un avenir? Ne sont-ils pas devenus des cibles trop grosses, trop vulnérables?
Eh bien avec le Pong, la France fait un pari audacieux. Elle parie que pour les 50 prochaines années, la réponse à cette question sera un grand oui.